Émilie Nicolas, Michel Séauger, Christian Dufour, bonsoir. 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 L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, vraiment, dans tous les sens du mot, ça déborde. Les gens n'en peuvent plus. Le gouvernement est pris avec ça. Je vais vous faire entendre, d'abord, à la période de questions, l'opposition et réponse de M. Legault, de M. Dubé, puis on revient tout de suite. Est-ce que vous attendez que quelqu'un meure? Est-ce qu'ils attendent que le toit s'effondre à Maisonneuve-Rosemont? La Chamère, c'est le Titanic de la CAQ. Est-ce que le gouvernement peut agir avant de nous entraîner dans son naufrage? On est tous d'accord ici qu'il faudrait rénover l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La réalité, Madame la Présidente, c'est qu'on est en train de rénover ou de construire 38 établissements en santé. On est en train de regarder ça. Puis quand on aura une solution qui est bien attachée dans le contexte d'un PQI qui est limité à 3,6 milliards, on va le faire, Madame la Présidente. Bon, ça devient vraiment une patate chaude pour le gouvernement. Émilie Nicolas, parce qu'on le rappelle, là, ça avait été annoncé. Le ministre me l'avait dit il y a 2 ans, la pépine devait être là. Où vous en êtes là, dans l'histoire hôpital Maisonneuve-Rosemont? Je pense que le peuple québécois a été multi-traumatisé par rapport à ce que les élus nous disent par rapport au système de santé et que donc les émotions montent vite à cause de ça. Ce qui s'est passé, au-delà du fait que l'hôpital est vétuste, c'est que le ministre nous a annoncé quelque chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir des rénovations. Finalement, c'est pas ça qui se passe. Ensuite, on nous dit on va peut-être envisager commencer des travaux dans le stationnement parce qu'il faut commencer par le stationnement d'ici la fin de l'année. Maintenant, on n'est pas trop sûr. Et puis là, il y a eu une panne d'électricité qui a rendu très concret la raison pour laquelle l'hôpital est vétuste et fait peur aux gens. Et les peurs sont très fortes justement parce qu'on a été multi-traumatisés par d'autres événements dans le système de santé qui fait en sorte que les gens ne savent pas si oui ou non les élus sont là pour eux, si on a des hôpitaux qui fonctionnent, si on a des urgences qui fonctionnent, notamment depuis la pandémie, je pense que ça s'est empiré. Et donc, je comprends qu'il y a des limites avec le pécunier, pour reprendre le vocabulaire de Christian Dubé, mais il y a aussi des limites à la manière dont on peut se permettre des bourdes de communication sur un sujet aussi délicat. Et c'est ça, je pense, qui est en train de faire monter le ton à l'Assemblée nationale aujourd'hui. En fait, puis la tempête, c'est pas de leur faute, là, sauf que la tempête a, comme vous dites, illustré qu'on n'était pas équipé avec les génératrices de dernier cri. Là. Michel C. L'hôpital tient avec de la broche. Littéralement, c'est même pas une figure de style. Et regardez ce que M. Legault a dit. Ah, on voudrait bien faire Maisonneuve-Rosemont, mais on a une trentaine d'affaires qui sont dans le plan québécois des infrastructures, on va faire les autres avant. Quelle est la différence entre ces autres endroits-là et Maisonneuve-Rosemont? Je vous soumets respectueusement que c'est des endroits qui votent pour la CAQ, puis à Montréal, il n'y a pas de député de la CAQ. C'est ça le problème. Et ça fait des années qu'on dit qu'on va le faire. On a annoncé les rénovations, puis il y a toujours une bonne raison de ne pas les faire. C'est un hôpital qui est rendu infesté par de la vermine. On attend quoi, là? Il n'y a rien dans ce que le gouvernement dit qui tient la route. Et c'est un hôpital extrêmement important. Un Québécois sur 10 a besoin d'être traité là, parce que quand on regarde les spécialités qui y sont et tout ça, il n'y a rien d'acceptable dans ce que le gouvernement dit. Rien. Christian. Il ne faudrait pas que ça devienne comme le troisième lien. En fait, c'est que s'il y a des contraintes budgétaires, on s'entend. Mais je pense qu'on est confronté aussi à la difficulté qu'on a comme société à faire des grands projets. C'est compliqué, puis on a l'impression que ça va devenir de plus en plus compliqué. Moi, je veux dire que ça me touche un peu personnellement parce que j'ai profité depuis 2 ans, beaucoup, en fait, d'un grand projet qui a marché beaucoup, le CHUM. On est traité comme un roi. Hein, c'est la Cadillac des hôpitaux. Moi, j'en profite beaucoup. Donc, ça me fait de la peine de voir qu'un autre gros hôpital à Montréal est dans l'état que décrivent mes collègues comme tel. Mais moi, je pose la question, comment se fait qu'on a tant de difficultés au Québec, au-delà du fait que les moyens sont limités, à mener à terme des grands projets? C'est ça aussi l'enjeu. Parce que c'est compliqué de le faire. Tout le monde admet qu'il faudrait le faire. Mais c'est tellement compliqué qu'on n'est pas capable de le faire. Et on est paralysé. Et le temps passe. OK, on va suivre ça, évidemment, au téléjournal à 18h. D'ailleurs, je parle à Dr Rivard, qui était... ils sont vraiment en colère et ils sont exaspérés, puis on peut les comprendre.
Un petit mot, on va écouter M. Trump, un petit mot sur cette invitation et le bouquet de fleurs qu'il envoie à Carney. I spoke to him yesterday. Couldn't have been nicer, and I congratulated him. He's a very nice gentleman, and he's going to come to the White House very shortly, within the next week or less. Bon, est-ce que ça, Michel C., est-ce que c'est de bon augure pour M. Carney, ce qu'il entend, là? Oui, dans le sens où c'est une tentative par le président de normaliser les relations entre les États-Unis et le Canada. Ça ne change rien qu'il y ait à Washington, mais c'est quand même la tradition. Un nouveau premier ministre du Canada, son premier arrêt, c'est son principal partenaire commercial puis notre voisin, les États-Unis. Alors, M. Carney va rétablir cette tradition-là et on verra ce qui se passe après. Ça ne garantit pas la qualité des relations après, mais au moins, il y a une tentative de baisser le ton. On va commencer par ça. On verra après, mais les tarifs sont toujours là. Les problèmes dans la relation que M. Trump a soulevés sont toujours là, mais au moins, il y a une tentative de changer de ton. Christian. On verra. Parce qu'avec Trump, hein, qui sait ce qui va arriver? Bon, il y a des éléments qui peuvent être contradictoires. On nous dit que pour Donald Trump, les personnalités sont importantes. Prenez, par exemple, il y a un vrai rapport avec Emmanuel Macron, qui n'a pas l'air de donner grand-chose, mais il a l'air quand même de l'apprécier. Il y a des gens qui vont nous dire que M. Carney, en fait, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a une crédibilité dans les milieux financiers, ça peut influencer M. Trump. Mais avec M. Trump, ça peut être une très belle rencontre. Évidemment, les projecteurs au Canada vont être braqués là-dessus parce que M. Carney, quelque part, a livré une marchandise et il a gagné l'élection en bonne partie parce que c'était censé la personne qui serait la mieux placée pour négocier avec Trump. Mais ça peut très, très bien se passer puis rien donner. Souvenez-vous de la visite de Justin Trudeau à Mar-a-Lago, en Floride. Hein, qui, dans un premier temps, tout le monde avait dit, au fond, ça a l'air de s'être très, très bien passé, puis c'est un succès. Bon. Donc, on verra. Émilie. Mais je pense que quand une personne nous a démontré qu'elle était instable, même si on l'attrape dans une bonne journée, ça ne change pas le constat que cette personne-là est instable. Et donc, le plan de l'élection canadienne, c'était d'avoir un gouvernement élu avec un mandat démocratique nécessaire pour faire un plan pour notamment sortir l'économie canadienne de la surdépendance avec l'économie américaine. Il n'y a rien de ce qui va se passer à la Maison-Blanche qui va changer l'importance de développer ce plan-là, tant au niveau interne au Canada qu'au niveau de développer des relations, des partenaires commerciaux avec d'autres pays que les États-Unis. Le chemin sur lequel on est embarqué comme pays, sur lequel l'Union européenne aussi s'est embarquée, notamment avec nous et le Royaume-Uni, et plein de leaders à travers le monde qui ont franchement été dégoûtés par la vague de tarifs du mois dernier. Tout ça ne va pas changer si Donald Trump décide d'être souriant une journée à la Maison-Blanche. On sait qui il est à ce stade-ci et je pense qu'on doit vivre en conséquence. Je parlais à un journaliste vietnamien, un documentariste vietnamien tout à l'heure dans l'autre partie de l'émission. Oui. Puis il parlait de poignards dans le dos, parce que le Vietnam, c'est épouvantable. Là. Et le Vietnam, en plus, ils produisent, puis les gens sont sous-payés. Ils produisent des biens de consommation que les Américains achètent pour 3 fois rien. Puis là, ils sont frappés de tarifs. On fêtait aujourd'hui les 50 ans de la chute de Saigon. Donc, bref, ce que vous dites, Émilie, c'est que tous les poignards ne sont pas enlevés dans le dos des Canadiens encore. Il faut rester calme. Oui, puis aussi, on fait juste peut-être pas montrer notre dos, pas donner accès à notre dos à Trump. OK. Puis voilà. Parlant de dos et de chef, oui, Christian. Quel phénomène, Trump, quand même. Quel phénomène. Moi, j'en reviens pas encore, pour être franc. Je suis tanné comme tout le monde. En tout cas, c'est pour ça qu'au fond, ils vont se rencontrer. Bon, tant mieux pour eux autres, mais qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait vraiment rien. Hein. Je veux poursuivre sur l'analogie du dos et des poignards. Est-ce qu'il y en aura lancé, Michel C. Auger, à M. Poilievre? Est-ce que... Bon, là, la plupart du commentariat puis des gens que j'ai entendus ont dit... compte tenu qu'il a augmenté de 25 députés, la députation, de 7 presque 8 le suffrage, qui n'est pas rien, il est à 41, presque 42 Au Canada, c'est mieux depuis le mieux avant, c'était Mulroney. Peut-il rester, Michel, c'est tour de table? Peut-être, mais il a perdu quand même
Si le Canadien gagne ce soir, puis qu'on se rend à un 7e match, puis qu'on se fait battre au 7e match, on passe pas à l'autre série. À un moment donné, la politique, c'est pas comme le sport, mais la politique, il faut gagner. C'est un jeu où il faut gagner. Et si tu gagnes pas, et il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques de la part de M. Poilievre. Le premier, c'est de ne pas mettre les médias dans son avion. Le deuxième, ça a été de faire une campagne où il fallait littéralement apprendre à 8 heures le matin, où il allait être à 3 heures de l'après-midi. Et un personnage clivant, un personnage qui a vraiment essayé de diviser. Mettez tout ça ensemble, je vais reprendre une analogie sportive, c'est beaucoup de prises, là. Et je pense que les conservateurs feraient bien d'attendre avant de savoir ce qui va se passer. Et d'autre part, de toute façon, il y aura un délai, il faut qu'il se fasse élire en chambre, ça va prendre un petit bout de temps. Le torchon brûle avec, je vais vous faire entendre, avant de vous donner la parole, Émilie et Christian, Doug Ford, parce que là, c'est la guerre ouverte. Un député, Givani, a reproché à Doug Ford d'avoir travaillé pour les libéraux. Givani, ami de Vance, là, tout est dans tout. Oui. On va écouter Doug Ford qui dit, écoutez, là, on écoute. Last time I checked, Pierre Poilievre never came out in our election. Matter of fact, him or one of his lieutenants told every one of his members, don't you dare go out and help the PCs. Isn't that ironic? Il n'est pas venu m'aider, lui, qui dit il n'est pas venu m'aider, puis même il nous a nui. Donc, c'est la guerre ouverte entre la faction provinciale des conservateurs. Émilie, comment vous voyez l'avenir de M. Poilievre dans tout ça? Bien, d'abord, c'est pas chic là, ce qui se passe aujourd'hui au niveau des conservateurs. Jamil Givani, avant d'être député fédéral, il a été conseiller pour Doug Ford. C'est comme si Doug Ford se faisait insulter publiquement par son ancien stagiaire, essentiellement. Là, c'est un peu particulier ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, Givani, je vais continuer, mais on va voir ce qu'il a publié. Doug Ford qui écarte son chandail, puis dans le fond, c'est un libéral. Bon, c'est un montage, bien sûr. Un libéral qui se cache. Allez-y. Bon, voilà, donc ça vole pas haut. Ceci dit, deux choses, disons, du point de vue de Mark Carney, c'est que tant que ça dure, c'est à son avantage. Et l'autre chose aussi, c'est que puisque Pierre Poilievre, justement, est quelqu'un qui, on l'a vu, est perçu de manière très négative, plus négative que le Parti conservateur dans l'électorat, c'est pas nécessairement à l'avantage aussi des libéraux de se chercher à se débarrasser d'un adversaire politique qui tape ses nerfs de plusieurs personnes. Et donc, c'est peut-être aussi dans l'avantage de Mark Carney d'essayer de déclencher une élection à partielle rapidement, de trouver une voie pour que Pierre Poilievre ait un siège pour aussi. Le faire rentrer. Pour le faire rentrer. Ouais, ça a été l'erreur de Pierre Poilievre lui-même de chercher à se débarrasser de Justin Trudeau alors que ça lui faisait un adversaire politique parfait. Donc, je pense que Mark Carney va essayer aussi de garder son adversaire politique parfait. Il risquerait de se faire remplacer par un conservateur plus sympathique. Donc, dans ce sens-là, on peut voir qu'il y a effectivement des batailles à l'interne au niveau des conservateurs qui étaient prévisibles, notamment au niveau de l'Ontario, mais il reste qu'il y a le caucus fédéral, lui, est quand même assez uni autour de Pierre Poilievre. Ce qui risque de se passer, c'est que l'organisatrice en chef, Jenny Byrne, qui risque aussi peut-être de payer le coût des frasques ou des défaites. Il faut qu'il y ait une tête qui roule, mais la tête qui roule ne va pas nécessairement être celle de Pierre Poilievre lui-même. Très bien. Christian. Je trouve qu'Émilie vient de dire quelque chose d'important. C'est que le Parti conservateur semble plus populaire que M. Poilievre. La surprise par rapport à ce à quoi on s'attendait il y a quelques jours, c'est que M. Carney est minoritaire. La surprise, c'est que les conservateurs, comme parti, c'est fort. Hein, c'est quand même un score qui n'est pas du tout déshonorant. Et je trouve que, dans ce contexte-là, on peut penser que si la performance de M. Poilievre avait été meilleure, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé bon, comme bien des gens, là, je trouve qu'il était agressif, qu'il était tout seul. Si M. Poilievre avait eu vraiment une meilleure performance, peut-être qu'il l'aurait emporté. Parce que, quand même, là, comme je dis, c'est pas déshonorant, tout ça. Donc, dans ce contexte-là, les conservateurs ont vraiment à prendre une décision importante. Bon, c'est leur chef... Parce que l'UTT du Québec, vous avez raison, Christian, et la poussée des libéraux au Québec, les conservateurs auraient pu... Est-ce que Jean Charest, s'il avait gagné, on peut s'amuser à faire des... C'est ça. Et si M. Poilievre, je suis content que vous disiez ça, si M. Poilievre avait été plus efficace auprès des francophones, auprès des Québécois, si aussi certains souverainistes de papier
ne s'était pas rallié à M. Poilievre, avec des si. Mais il reste que la surprise de l'élection, c'est que les conservateurs ont été étonnamment forts et que ça fait ressortir, à mon sens, la piètre performance de M. Poilievre. Un mot là-dessus. Je vous ai vu réagir, Michel, sur si Jean Charest D'abord, il a été loin de les souverainistes de papier, là, ils sont allés chez M. Carney. Plus que chez Mais M. d'ailleurs, ça Poilievre. devrait amener les souverainistes à se poser des questions. Hier, là, j'ai Ça, écouté c'est une autre votre affaire. panel On va hier, pas Patrice. recommencer J'ai ce été débat-là. déçu qu'on n'ait pas abordé. Pour les souverainistes, là, il est arrivé quelque chose d'important durant la campagne électorale. Il y a quelque chose de troublant qui est Hier, arrivé. il y a une grosse chicane. Hein? Non, pas juste une grosse chicane, c'est qu'on voit qu'il y a un côté velléitaire chez beaucoup de souverainistes. J'espère qu'il va y avoir un débat là-dessus. Là. Je comprends que c'est un tabou, là, mais il faudra en parler. Là. Vous savez, l'espèce de conflit entre M. Blanchette et M. Paul Saint-Pierre Plamondon, ça tourne Il autour dure de ça. depuis 30 ans, ce conflit-là. Oui, mais il n'est pas mineur. Il n'est pas mineur, là. Puis il est Ouais. sorti. Ça a troublé beaucoup de gens, ça, durant la campagne électorale. Voir tous ces gens qui étaient Parizeau, souverainistes. Bouchard. Hein? En tout cas, je sais que c'est pas le sujet Parizeau, d'aujourd'hui. Oui, Bouchard, non, mais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de toute façon, il reste presque plus de temps, mais c'est Parizeau-Bouchard, exactement. Exactement, c'est et ça. M. Bouchard avait Pareil, remplacé Émilie. m'excuse d'avoir des Non, ravines, mais- ne vous excusez pas. Tout est permis à ce panel. Émilie, presque tout. Émilie Nicolas. On le saura. Écoutez, c'est un peu chaotique, mais je vais vous dire, ma chronique de demain dans Le Devoir, c'est que Mark Carney a été élu par les nationalistes québécois, la gauche et les femmes. Et que j'espère que maintenant qu'il est premier ministre, il va s'en souvenir. Qui s'en souviennent. Oui, M. Legault lui a dit, d'ailleurs, on attend le chèque, là. Et M. Trump devrait attendre un chèque aussi, parce qu'il y a... OK. Est-ce que c'est terminé? C'est pas mal terminé. Tout est Émilie permis. Nicolas, On peut continuer. Michel Sauger. Non, c'est mon Michel a compris, municipal. Michel a compris. C'est Gérald après, et c'est au Téléjournal. Christian, Michel, c'est Émilie, à bientôt. Au plaisir, merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.